Bonsoir tout le monde, c'est Jérémy Mercier. On est en direct ce mardi 2 septembre 2025. Il est un peu plus de 20h30 en France. On va parler ce soir lors de ce 53e épisode de Science en conscience avec Yann Charrier, mon invité qui est psychologue. On va parler de la thématique comment sortir indemne de la guerre psychologique actuelle. Et tout d'abord, je vais vous passer le générique de Science en conscience. On se retrouve juste après. À tout de suite. Alors après ce petit générique psychédélique, j'accueille le psychologue Yann Charrier. Salut Yann. Bonsoir Jérémy. Merci beaucoup de me recevoir à nouveau. Avec plaisir. Effectivement, on a fait une émission ensemble, Science en conscience numéro 47 ou 48 au mois de mai 2024. Ça fait quasiment 1 an et demi. Ouais. Et puis, tu as sorti ce livre qui s'appelle « Le très petit guide de survie à la guerre psychologique ». Donc, c'est un livre assez court. Il fait à peu près 100 pages. 100 pages. Avec parfois écrit en gros, parfois écrit en plus petit, des images, certaines étant très, très évocatrices. On va revenir là-dessus. Est-ce que très rapidement, tu peux nous rappeler qui tu es et ce qui t'a amené à t'intéresser, à te passionner et à travailler parfois jusque très tard sur cette thématique de la guerre psychologique que l'on vit actuellement, mais certains sont pas au courant qu'on vit une guerre psychologique. Donc, pourquoi tu as vu ça, toi, et qu'est-ce qui t'a amené à en parler? Parce que je rappelle que tu es psychologue, mais il y a plein de psychologues qui se sont rendus compte de pas grand-chose. Bien sûr, tout à fait. Alors, moi, je suis juste un simple psychologue de base. Je suis psychologue du travail des organisations diplômées d'État. Et qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet? En fait, j'étais absolument pas versé dans la manipulation psychologique et la guerre psychologique. C'est qu'en 2020, j'ai déménagé par le hasard de la vie devant une école primaire. Et matin et soir, je voyais des enfants aller et venir de l'école masqués, distanciés. Et ça m'a rappelé un vieux souvenir. Je suis allé chercher et ce que j'ai trouvé ne m'a absolument pas plu, puisqu'il s'agit de techniques de torture psychologique. Donc, j'ai fouillé très profond dans ce que j'ai pu et je me suis rendu compte que tout ça était très négatif pour les enfants. Alors, au niveau sanitaire, peut-être, c'est pas mon travail, mais en tout cas, au niveau psychologique, c'est très, très nocif. Ces méthodes sont très nocives. Et donc, on va en parler plus profondément, on va parler de ce que j'ai trouvé. Mais en effet, beaucoup de psychologues ne sont pas allés chercher là où je suis allé chercher. Après, c'est aussi les hasards de la vie, puisque je suis tombé sur un petit pamphlet de Barbara Stiegler, elle qui donne dans la philosophie, qui est professeure de philosophie, et qui a écrit de la démocratie en pandémie, livre dans lequel elle explique que ce sont des unités de psychologie comportementale qui ont été en charge de nous faire respecter les protocoles sanitaires. Et alors là, j'en ai pas dormi pendant des nuits, j'ai bossé, et ce que j'ai trouvé, je vous le présente, notamment dans ce petit guide. C'est un résumé de un petit peu toutes les conférences que j'ai fait sur Internet. Très vite, ça fait 100 pages, c'est lu en 2 heures, et ça coûte 6,99 €. Donc c'est vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, je vais partager maintenant, d'ailleurs, tu fais bien de le dire, je vais partager le lien qui est très simple, le-guide.fr, que je vais mettre également dans les commentaires. Comme ça, vous le verrez apparaître sur YouTube, Facebook, pas Twitter par contre, ça n'apparaît pas sur Twitter, X, pardon. Mais en tout cas, voilà, le-guide.fr, et là, vous pourrez trouver comment commander ce livre. Donc, c'est 6,99 €, c'est ça, plus 3 €. Voilà. C'est ça. Et puis, Plus 3 € de frais de port. Pour 9,99 €, vous l'avez dans votre boîte aux lettres, ou alors 1,99 € pour le PDF. C'est Voilà. ça. Mais si certaines personnes ne souhaitent pas l'acheter, toutes ces informations sont disponibles sur les autres conférences que notamment on a fait tous les deux, mais aussi avec d'autres médias. Ça marche. Ok. Donc voilà qui est dit. Et donc je vais t'écouter, nous récapituler un petit peu ce que tu as mis dans le livre et ce que tu as pu partager dans certaines conférences. Et après, j'aimerais qu'on aille sur le côté un peu pratico-pratique de comment repérer les techniques de manipulation
et s'en prémunir. Et ensuite, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On va essayer de faire ça. Vaste sujet. Ah oui, on ne fera pas le tour en 1 heure, mais déjà, si on peut donner des pistes, c'est déjà très chouette. Donc, moi, je voudrais balancer les diapos. Oh, c'est super, merci Jérémy. C'est ça, Donc, comment sortir indemne de la guerre psychologique actuelle? Alors, pour Sun Tzu, l'art ultime de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. C'est-à-dire que si j'arrive à te démoraliser assez, eh bien, j'aurai gagné la guerre parce que tu ne te battras même pas. D'où l'intérêt d'avoir une guerre psychologique qui ne nécessite pas l'intervention musclée ou armée de groupes tels que police, armée, etc. Donc, ça, c'est la couverture du livre, très simple, qui est derrière moi. Alors, comment ça commence? Moi, je suis en 2020 et je m'inquiète de ce que font les protocoles sanitaires au niveau psychologique et non pas physique, puisque c'est vraiment pas mon travail. Et je me rends compte que de nombreuses personnes ont déjà travaillé dessus, alors des psychologues, des psychiatres, des pédopsies, mais également des orthophonistes, de simples parents, des enseignants, des médecins généralistes. Et je fais un best-of de tous les symptômes que ça occasionne. Et alors là, voilà, la liste est tellement impressionnante que moi, je vous la lis comme ça vite fait. Énurésie, stress, aphasie, baisse d'énergie, hyperactivité, troubles du sommeil, retrait émotionnel, confusion émotionnelle, psychologique ou intellectuelle, régression du langage. Les enfants désapprennent à parler, phobie scolaire, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, angoisse et névrose d'angoisse, psychose, c'est très grave la psychose, hein. Hétéroagression, ça veut dire taper sur les autres, et auto-agression, ça veut dire également se taper soi-même, mais automutilation. J'ai eu des témoignages d'enfants qui se scarifiaient, quoi, avec des lames de cutter, ce genre de choses. Les syndromes de stress post-traumatique, autrement connus sous traumatisme de guerre. Hein, comment est-ce qu'il est possible, moi c'est la question qui m'a vraiment interpellé, comment est-il possible qu'un enfant subisse des traumatismes de guerre en allant à l'école primaire du quartier? Pour moi, Alors, c'est un... juste une petite précision, c'est les symptômes généraux que les enfants contractent par le simple fait d'aller à l'école. On est d'accord? D'aller à l'école en appliquant les protocoles sanitaires. Alors, j'ai mis symptômes généraux parce qu'après, il y a les symptômes de la dépression qui touchent plus de 60% des enfants. Plus de 60% des enfants développent au moins un symptôme de la dépression en plus. C'est-à-dire que la dépression, c'est comme une collection. Au bout de 5 symptômes, on considère que tu es gravement en dépression. Et gravement en dépression, ça veut dire finalement, éventuellement, un suicide. Et comme on l'avait dit dans la dernière émission, le suicide, c'est très mauvais pour la santé. Exact. Alors, j'ai une petite question encore. Je t'écoute. De manière générale, hors période pseudo-pandémique et gestes, etc., barrières et compagnie, ces symptômes-là peuvent arriver chez une petite partie quand même des écoliers, hein, stress, hyperactivité, troubles du sommeil, etc. Peut-être du simple fait d'aller à l'école. Est-ce qu'on sait ce que c'est le pourcentage habituel en temps pas de guerre, soi-disant, contre un virus? En temps normal. Ouais. Alors, sûrement que les spécialistes le savent, moi je ne sais pas. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que pour moi, il est impossible de collectionner autant de symptômes en même temps, si variés, si différents et même si graves. C'est-à-dire que bien sûr, un enfant peut aller à l'école, ça se passe mal, il revient à la maison, il fait pipi au lit. Ouais. A priori, c'est qu'il y a eu un problème. Déjà, c'est un problème important de faire pipi au lit, c'est le premier, c'est l'énurésie. Du stress, oui, de façon tout à fait modérée. Baisse d'énergie, hyperactivité, là, on peut commencer à s'inquiéter. Retrait émotionnel, c'est inquiétant. Trouble du sommeil, tout ça, c'est des symptômes qui sont inquiétants. Par contre, psychose, un enfant sain d'esprit, de corps et d'esprit, va à l'école et revient avec une psychose, moi, j'en ai jamais entendu parler. D'accord. Je ne suis pas un spécialiste de l'école. Ouais. Toutefois, moi, mon travail, c'est psychologue du travail. Et ces enfants sont sur leur lieu de travail. Ce sont des travailleurs. Et c'est même un travail très difficile. Comme tu le sais, parce que tu es passé par là, sûrement. Exact. Bah oui. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Et je voulais comprendre pourquoi les traumatismes de guerre, ce qui pour moi est impossible. S'il n'y a pas une grenade qui explose dans la salle de classe, je ne vois pas, on n'est pas à Gaza, quoi. Donc, où est-ce que je suis allé chercher? J'ai fini par tomber sur les travaux du docteur Donald Hebb, qui est considéré par de nombreuses personnes comme le père fondateur de la torture psychologique dans les années 50 à l'université McGill au Canada, donc plus précisément au Québec. Ce monsieur travaillait sur l'isolation sensorielle. Bon, c'était expérimental à l'époque, on ne savait pas ce que ça faisait, mais assez rapidement, on s'est aperçu que c'était très, très, très mauvais. Alors,
Là, c'est comment ça se passe dans une unité de psychologie expérimentale. La procédure est la suivante. Pour t'isoler sensoriellement de façon totale, on te bouche les oreilles, on te bande les yeux, on te capitonne les mains pour que tu ne puisses plus te toucher, on te met des chaussures, tu ne sens plus tes pieds et tu ne peux pas bouger. On t'enlève le sens de la synesthésie. Et la méthode de coercition, pour t'obliger à garder le comportement voulu, c'est d'être ligoté, parce que sinon tu finis par bouger et puis tu en as marre. Donc selon le docteur Donald Hebb, aucun étudiant n'a réussi à dépasser les 24 heures. Ouais. Tu deviens très vite fou. Et quand je dis fou, je pèse mes mots. Tu deviens complètement fou en quoi 2-3 jours, tu pètes un plomb. Donc là, ça semble très loin du Covid et des protocoles sanitaires. Toutefois, on va s'apercevoir que, alors, petite citation du docteur Donald Hebb, je n'avais aucune idée quand je suggérais cela, quelle arme vicieuse, quelle arme potentiellement vicieuse cela pouvait être, l'isolation sensorielle. Parce que ça va détruire ton esprit d'une façon vraiment impressionnante. Et j'ai retrouvé donc ces protocoles appliqués de façon différente. Bon, j'en passe parce que dans le guide, il y a d'autres photos. À la prison de Guantanamo Bay, prison militaire à Cuba. Donc c'est une prison américaine où les détenus sont torturés. Hein. Dans les prisons françaises, on ne torture pas les détenus. Dans cette prison, on a tout à fait le droit de les torturer et c'est même un principe. Donc la procédure pour torturer les détenus, c'est un masque chirurgical et une distanciation sociale d'1,50 m. Voilà, c'est tout. Et ça suffit pour torturer un être humain. Alors là, sur cette photo, on remarque que les détenus ont des menottes, parce que sinon, ils ne se laisseraient pas faire, bien sûr. Et on remarque aussi qu'ils ont autour du cou des lunettes pour éventuellement augmenter l'intensité de l'isolation sensorielle pour leur boucher les yeux. Dans d'autres photos, on peut remarquer qu'ils ont un casque anti-bruit. Et donc, quand tu te retrouves tout seul dans le noir, sans bruit, sans copain, personne qui te touche, en fait, ton cerveau ne supporte pas ça parce que nous, les êtres humains, nous avons besoin de contacts physiques, sociaux, on a besoin d'entendre, de voir. Notre cerveau a besoin d'être stimulé, évidemment. Et donc, je me suis mis à comparer ça et ça. Et je me suis rendu compte que ce sont les mêmes méthodes. Distanciation sociale plus masque chirurgical. Et en psychologie expérimentale, on sait très bien que les mêmes méthodes donnent les mêmes résultats. Donc, en fait, on va comprendre que ce qui se passe à Guantanamo et ce qui s'est passé dans les écoles en France en 2021, c'est la même chose pour un psychologue. Et même, j'ai envie de dire, tu vois sur cette image, les enfants sont mieux distanciés. Seulement, ils n'ont pas besoin de menottes. Pourquoi? Parce que la méthode de coercition est psychologique. Il s'agit de la culpabilité d'être la cause du décès des êtres chers, mais également des punitions et des menaces et de l'exclusion du groupe. Ça, c'est très fort comme punition. Ça fait très mal à un adulte, mais à un enfant encore plus. Et donc, sous prétexte de leur sauver la vie et de sauver leurs grands-parents, leurs parents, etc., on va les mettre dans une position qui, sanitairement, paraît-il, est bonne pour la santé. Ça, c'est ton rayon, mais je ne crois pas que tu sois trop d'accord. Mais qui, psychologiquement, c'est de la torture. Voilà, il faut comprendre ça. Ce sont des méthodes de torture psychologique. Mais, bien entendu, ça, on n'en a pas entendu parler à la télé. Est-ce que les personnes sont en bonne santé psychologique? Ça, on s'en foutait, je pense, à l'époque. Hein. Bah, là, ce qu'on nous montre, c'est une photo de super-héros, même, selon la propagande officielle. Ce sont des enfants qui ont sauvé plein de gens par le simple fait d'être assis, isolés les uns des autres, avec des masques sur la figure. Enfin, voilà. Bien sûr. C'est impressionnant que des gens aient pu croire ça une seule seconde, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai envie de dire, même ce qui a été horrible, c'est que la plupart des instituts et des parents ont validé et cautionné ça. Non seulement de nombreuses personnes ont validé et cautionné ça, pas tous, bien entendu, mais certains en ont demandé plus. Pourquoi? Parce que la peur. Si je te fais assez peur, je vais faire de toi tout ce que je veux. Et donc, si tu as assez peur, tu vas mettre même 2 masques. Il y a des gens qui mettaient 2 masques, notamment Anthony Fauci recommandait de mettre 2 masques, parce que ça marche mieux. Donc, ça, c'est un très très bref récap de la dernière émission. Ça, c'est le début du livre. Et en fait, on finit par comprendre que ces protocoles, c'est une expérimentation psychosociale de masse sur des enfants de méthodes de torture psychologique de niveau militaire. Et je dis de niveau militaire parce que les militaires dans la torture sont souvent les meilleurs. Ce sont des professionnels. Si moi, je décidais de te torturer, j'essaierais d'être créatif avec ma boîte à outils. Mais si j'étais un professionnel, un militaire professionnel de la torture, c'est pas le cas pour tous, hein, bien entendu, eh bien là,
je serai beaucoup plus efficace, bien sûr. Et donc, ces protocoles ont eu le bénéfice de détruire vraiment la volonté du citoyen de s'opposer à tout ce sketch du Covid. Et donc, à te soumettre à ce qu'on te demandait de faire, au comportement attendu, c'est-à-dire notamment aller te faire injecter. Mais pas que. C'était également accepter des transformations de la société qui n'auraient pas eu lieu sans l'opération Covid, bien sûr. Donc, pour continuer, moi, je pose la question, est-ce que, alors, pour ceux qui connaissent le MK Ultra et le Mind Control Ultra, c'est-à-dire des expérimentations ici, à partir des années 50 aux États-Unis qui avaient pour but d'effacer l'esprit d'un être humain pour remettre quelque chose à la place de ce qu'on veut, c'est-à-dire programmer un être humain, et on est passé à Mind Control Worldwide, c'est-à-dire ne pas contrôler une personne à 100%, mais contrôler 100% des personnes à 20, 30, 50%, voire plus. Et donc, moi, j'ai fini par tomber sur ce lien, sur le site de l'OCDE, oecd-opsi.org BI Units. BI Units, ce sont des unités de modification comportementale. C'est-à-dire qu'on va modifier ton comportement. Donc, je vous mets la carte. Je suis tombé sur ça, la carte mondiale. On s'aperçoit que de nombreux gouvernements travaillent main dans la main, ou plutôt sous-traitent à des unités de psychologie comportementale certains objectifs, par exemple, faire adhérer les populations au protocole sanitaire. Mais pas que. On va voir que ça n'a pas été utilisé que dans le Covid. Là, je fais un petit zoom sur l'Europe. On va s'apercevoir qu'il y a de nombreuses unités autour du Parlement européen, en Suisse, autour des capitales, Londres, Paris, etc. Et de très nombreux gouvernements ont commencé à tâcher de modifier le comportement de leur population de façon discrète, grâce à des unités comportementales de nudge. Mais on verra un peu plus tard de quoi il s'agit exactement, le nudge. Donc là, ce sont des moyens très efficaces de contrôler la population. Et c'est pour ça que je parle de guerre psychologique au niveau mondial. Là, on passe à la suite. Comment repérer les techniques de manipulation et comment s'en prémunir? Donc, est-ce que tu as des questions sur la première partie, Jérémy, ou est-ce que tu estimes que c'est clair? Pour moi, c'est très clair et c'est très parlant, cette comparaison de Guantanamo Bay et les cours de récréation des écoles françaises en 2021. C'est quand même assez fou. Et Ouais. moi, quand j'ai revu ça, parce qu'on l'avait vu ensemble pendant cette émission en 2024, je me suis dit à nouveau que ces images de Guantanamo, on les avait vues à la télé après le 11 septembre. Et bon, il y a des gens qui s'étaient insurgés contre les conditions de détention des supposés terroristes, etc. Mais je m'étais pas souvenu à l'époque qu'il y avait ce masque chirurgical sur le visage des prisonniers. Et voir ce masque chirurgical sortir de cette expérimentation de torture psychologique sur des prisonniers et arriver sur la population générale et notamment sur les enfants, c'est vrai que c'est vraiment choquant. Mais moi, c'est ce qui m'a empêché de dormir pendant des jours et des jours. Oui. J'aurais pas vu cette image, j'aurais pas compris le truc. Et d'avoir vu cette image, c'est ça qui m'a fait aller chercher. Hein. D'une part. D'autre part, je ne sais pas si tu es au courant, mais à partir entre 2000 et 2002, aux États-Unis, donc il y a eu ce qu'on appelle le Patriot Act. C'est un set de lois qui réautorise la torture, mais à la télévision américaine, on a vu une explosion des scènes de torture à la télé avant et après le Patriot Act pour normaliser en fait la torture, notamment dans la série 24 heures chrono. Il y a des saisons où tu as une scène de torture à chaque épisode. Hein, je sais que tu as fait des émissions sur la programmation prédictive. Exact. Ça, c'est pas vraiment de la programmation prédictive, c'est de la normalisation. Ce que tu vois à la télé devient normal pour toi. Si je t'expose tous les jours à des scènes de torture, que ça te plaise ou pas, hein, tu dis je suis contre, mais ça devient normal. C'est ça. D'accord? Donc c'est pas juste. Enfin, tout ça, ça marche ensemble. Je veux dire, tout ça est très bien ficelé. Et nous, en tant que simple citoyen, en tant que simple spectateur, comment est-ce qu'on peut faire pour percuter que quelque chose ne va pas? Si tu captes que quelque chose ne va pas, alors tes mécanismes de défense psychologique vont se mettre en route
Mais si tu n'y vois rien, tu vas tomber dans le piège. Pourquoi? Parce qu'un piège psychologique est invisible pour la victime. Si tu mets le pied Exactement. dans un piège à loup, clac, tu vois tout de suite que tu t'es fait balle, c'est un piège à Mm. loup. Mais Mm. quand tu es, je ne sais pas, marié à un pervers narcissique, par exemple, tu ne vas pas forcément comprendre le jeu et c'est pour ça que tu restes dans le piège. D'accord? Mm. Donc, moi, ce que je voulais faire avec ce livre, c'était en quelque sorte vacciner les esprits, permettre à de simples citoyens de comprendre les mécanismes rudimentaires des nouvelles méthodes de manipulation psychologique utilisées par les gouvernements, Mm. qui sont certaines complètement invisibles. Et en termes d'invisibles, tiens, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu avais remarqué qu'en 2014-2015, on avait utilisé des méthodes de nudge, donc de modification comportementale, pour te faire déclarer tes impôts sur Internet? Ah oui. Alors, je me souviens plus ce qui s'est passé, mais en tout cas, on parlait C'était de choc de simplification, de choses comme ça peut-être, ou voilà. tout était plus facile parce que c'était en ligne et que, oui, c'est ça. Voilà. On a utilisé des techniques de nudge, c'est le biais d'architecture de choix. C'est-à-dire que au lieu de t'envoyer ta feuille papier à déclarer, on t'a envoyé directement le mode d'emploi de déclarer sur Internet. Et donc, c'est devenu ton choix primaire. Tout ça, ce sont des méthodes qui ont été élaborées en laboratoire et expérimentées en France à partir de 2014-2015. Et ça, je peux dire que moi, je m'en étais pas rendu compte. Et a priori, quasiment personne ne s'en était rendu compte. Et pourtant, ça marche très bien. Donc, comment repérer ces techniques de manipulation? Alors, moi, je vais vous exposer très rapidement les techniques de base que moi, j'ai pu repérer, certaines, hein, parce que sinon, l'émission durerait 4 heures. Ce qu'on a fait avec d'autres médias, notamment Kairos et le Front médiatique. Donc là, la doctrine du choc, donc le choc émotionnel, les techniques de base de manipulation, classiques qu'on connaît depuis au moins 50 ans, et les nouvelles techniques, le nudge, de modification comportementale subtile, pour modifier ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Okay? Donc, la stratégie du choc, telle qu'expliquée par Naomi Klein dans son livre et dans le documentaire, si vous n'avez pas le temps de lire le livre, regardez le documentaire, il est excellent. La phase 1, j'imprime un choc psychologique violent. Par exemple, Jérémy, tu vas mourir. Et là, c'est un choc psychologique. Et pendant que tu es choqué, je te reconditionne et je te renormalise, notamment grâce à la télévision ou aux autres moyens de normalisation qu'on verra plus tard. Ce qui s'est passé dans le Covid, c'est-à-dire qu'on t'a fait une grande peur, tu as été choqué, et comme tu étais enfermé chez toi, tu as regardé la télé, et là, on t'a normalisé. On a modifié ton comportement, c'est-à-dire que ne pas serrer la main à son pote, ne pas faire un gros câlin à mon meilleur ami, le gros Roger, ne plus même embrasser ta femme pour certains, ou enfin, il y a eu un tas de règles ridicules. Ça modifie ton comportement. Et une fois que ton comportement est modifié, ça reste. Hein. Alors, ça peut être intéressant de modifier le comportement de quelqu'un. Par exemple, si je veux arrêter de fumer, c'est une question aussi de comportement. Si je veux arrêter ceci ou manger 5 fruits et légumes par jour, je peux modifier mon comportement en ce sens. Mais aussi dans d'autres directions, ce qu'on est en train de voir. Alors, ça, c'est la stratégie du choc, le choc psychologique. Et juste après, je vais modifier ton comportement. Bien sûr, la peur. Oui, c'est la peur, c'est le principe de base de tous les de nombreux gouvernements. Si j'arrive à faire peur à la population, je vais pouvoir l'emmener où je veux. Tu peux avoir peur du Covid, tu peux avoir peur des Russes, tu peux avoir peur du réchauffement climatique. C'est un truc qui marche depuis bien longtemps. Donc, en termes de peur, exemple, alors ça c'est tiré du livre, page je ne sais plus combien, j'ai fait 2 petits graphiques qui sont les mêmes. C'est le coup des montagnes russes. Hein. Vous voyez à gauche, il y a une courbe rouge qui monte, qui monte, qui monte, pour les mêmes chiffres présentés de 2 façons. 116 000 décès déclarés, vrai ou pas, ça faut voir avec Pierre Chaillot par exemple, c'est intéressant. Si je fais les montagnes russes, ça fait hyper peur. Mais si je te les présente sous forme de camembert, tu te rends compte que c'était 116 000 décès, en fait, c'est quasiment invisible sur la population générale. Donc, si je veux faire un camembert, c'est pour rassurer. Si je veux faire une montagne russe, c'est pour faire peur. Ça, on apprend ça en première année de fac de psycho. C'est de la statistique descriptive. C'est qu'on va choisir le type de graphe selon l'objectif qui a été vendu. Si l'objectif c'est la peur, on va prendre ce qui monte et ce qui est en rouge et c'est qui ça, grimpe la montagne russe. C'est ça. Et si on veut rassurer, on met le camembert. Voilà, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va se rendre compte que ces mêmes méthodes sont utilisées encore après, par exemple, alors là, en canicule 2023, si on regarde la carte est toute rouge, ça fait peur, le rouge ça fait peur, le bleu ça rassure, d'accord?
Et les températures sont inférieures à la carte d'en dessous qui date de 1998. Et les températures sont supérieures, pourtant la carte est bleue, bleu clair. Tu vois. Donc, en fait, au-dessus, on fait peur, en dessous, on te rassure. Mais ce qui est important, c'est pas la couleur de la carte, bien sûr, c'est les chiffres. Hein. Ce qui est important quand toi, tu as de la fièvre, c'est pas est-ce que mon thermomètre est rouge, bleu, vert, jaune. Ce qui est important, c'est quelle température j'ai. 37, 38, 39, 45, 47, 56. Tu vois, voilà. Donc là, on se rend compte que si on met les deux images côte à côte, on se rend compte qu'on essaie de nous faire peur. Quand il fait 29 degrés en Corse, excuse-moi, il n'y a rien de grave. Hein, tu n'as peut-être même pas besoin de mettre un parasol. Ouais. Non, mais c'est 29 degrés en Corse, c'est pas. D'accord. Donc, voilà. Donc, on se rend compte que ces mêmes méthodes continuent à être utilisées pour d'autres objectifs. Alors là, c'est le réchauffement climatique, la modification climatique. Voilà. Ici, là, c'est pour faire une petite liste des principales méthodes que moi j'ai décryptées. Elles n'y sont pas toutes, et il y en a sûrement que j'ai ratées. Donc, je les survole comme ça, mais j'invite les auditeurs à, bon, déjà à lire le livre ou à regarder les autres émissions. La peur, les techniques de storytelling, la stratégie du choc, la sectarisation, comment on a fait pour couper tes liens, te faire rentrer dans une secte, le scientifisme, bon, c'est de la gouroutisation, la désorientation, telle qu'utilisée dans les camps de concentration, expliquée par Bruno Bettelheim, le cheval de Troie, grand classique, le conditionnement opérant, c'est comment on modifie ton comportement vraiment, comme on sait le faire depuis les années 50, l'anomie, la déprivation pour te pousser au suicide et à la dépression, le pied dans la porte et l'engagement pour t'obliger à te faire injecter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, six fois, sept fois, la technique de locus of control, par exemple, est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi les médecins de plateau télé arrivaient sur scène, disons, au JT avec leur blouse blanche? Est-ce que c'est pour opérer quelqu'un en direct? Non, hein, c'est juste pour activer ce qu'on appelle le locus of control, pour montrer je suis médecin, faites-moi confiance, ma voix est celle de Dieu, vous allez faire ce que je dis. Les techniques de concaténation ou de triple acquiescement, l'inversion accusatoire, la double contrainte, double bind, la psychose paranoïaque de masse artificielle. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire depuis 50 ans, hein, qu'on a élaboré, qu'on a compris dans les sous-marins nucléaires. En France, on a créé artificiellement une psychose paranoïaque de masse. Et ça, je l'explique dans le livre. La pensée magique, de la désinformation, bien sûr, le cheval de Troie, le cuteness, le double bind, je l'ai mis 2 fois, et bien sûr le syndrome de Stockholm. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, là, on ne peut pas se taper ça en 1 heure. Et comme je disais tout à l'heure, il faut 3-4 heures, mais bon, ce travail a déjà été, la grosse tartine, ça a déjà été fait. Donc, par exemple, le cheval de Troie. Là, on vient de voir que ne pas se saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades et porter un masque décisant dans les situations à risque, c'est une méthode de torture psychologique. D'accord? Et tout ça, c'est emballé dans une jolie pancarte au milieu d'autres choses, telles que se laver les mains, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique. Moi, de notre génération, il y a très peu de gens qui utilisent des mouchoirs en tissu. Ça, c'est la génération de mes grands-parents. Et aérer les pièces. Bon, ça, je pense que la plupart des Français se lavent les mains de temps en temps, utilisent des Kleenex et ouvrent la fenêtre de temps en temps. Ça, c'est vraiment pas le problème. Mais dans cette belle pancarte bleue, donc rassurante, je te fais peur d'un côté avec du rouge et je te rassure de l'autre côté avec du bleu. Là, au milieu, il y a une arme psychologique. Et c'est donc un cheval de Troie. Okay. Des techniques comme ça, il y en a plein. Donc on va continuer, on va juste en voir quelques-unes des autres. L'inversion accusatoire. Hein, le grand classique du pervers narcissique. Donc l'inversion accusatoire, c'est une méthode qui a trois pôles. La victime, le sauveur et le bourreau. Donc bien souvent, on fait passer la victime pour le bourreau et le bourreau pour la victime. Si tu te souviens, les antivax, c'était à cause d'eux qu'on était enfermés chez nous. Ce qui est totalement faux. C'est le gouvernement qui a décidé de nous enfermer chez nous. Ça n'a rien à voir avec le fait que Jérémy, Jean-Charles ou Jean-Marc décident de se faire injecter ou pas. Ce sont des décisions gouvernementales. Et bon, là, il y a un tas de citations dans le livre à ce sujet. C'est papa me punit à la place de mon petit frère, par exemple. À chaque fois que mon petit frère fait une bêtise, c'est moi qui suis puni. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il se passe que je vais finir par détester mon petit frère parce que c'est de sa faute si je suis puni. Faux. Parce que l'enfoiré dans l'histoire, c'est mon père. C'est pas le petit frère, c'est pas de sa faute. Il a 4 ans, il fait n'importe quoi, c'est normal.
Mais on va se rendre compte que ces méthodes sont utilisées de façon encore plus vicieuse, par exemple, dans les programmes de traumatisation sexuelle à l'école, EVARS. C'est-à-dire que on va te dire, on va pas inverser la victime et le bourreau, on va inverser la victime et le sauveur. On va te dire, c'est aux enfants à apprendre le consentement sexuel ou pas, parce que s'ils sont face à un pervers ou à un pédocriminel, il va falloir qu'ils disent non. C'est-à-dire que l'enfant, on transfère la victime et le sauveur. C'est un enfant de 6 ans qui est censé être le sauveur. C'est impossible. C'est comme si on va dire à une dame qui s'est fait violer au tribunal, oui, mais vous auriez pu quand même résister un peu plus. Oui, mais bon, ils étaient 3 quand même. Bon, à un moment, je fais ce que je peux. Tu vois. Donc là, on inverse la victime et le sauveur dans ce cas-là. Hein, c'est pas uniquement le bourreau, la victime. D'accord. Donc, encore une fois, ces méthodes sont réutilisées encore et encore. Et on arrive finalement au nudge. Donc ça, c'était quelques méthodes classiques qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on apprend à la fac de psycho, hein, c'est pas nouveau. Et ça, ce sont des méthodes de nudge. Là, vous voyez en haut à gauche, BVA Nudge Consulting. C'est l'entreprise de nudge qui a été contractée par le gouvernement en 2020, donc une semaine avant le premier confinement. Ils ont reçu un contrat du gouvernement qui leur proposait de gérer les protocoles sanitaires et le fait que la population respecte ces protocoles. Donc, par exemple, les fiches, si tu te souviens, d'auto-attestation à s'autoriser à sortir pour faire pisser son chien, par exemple, ça a été mis au point par des psychologues de BVA. Hein? Quand tu sais que ça a été mis au point par des psychologues, tu te demandes à quoi ça sert. Alors, bien sûr, à te désorienter et bien sûr, à te faire te poser des questions que tu ne te posais pas avant, c'est-à-dire décaler la fenêtre d'Overton concernant tes libertés, ce qu'on appelle couramment tes libertés citoyennes. Mais bref, donc je vais vous dire ça. Détaillé dans le livre de Richard Thaler, Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision. Donc je vais t'aider à prendre la bonne décision. Ok. À l'époque, c'était d'aller se faire injecter, par exemple. Le nudging est défini par l'économiste comme un coup de coude vertueux, un coup de pouce, en fait, en français. Il consiste à changer quelques éléments de l'environnement du décideur pour le pousser à mieux agir. Bien trier ses déchets, être plus prudent, agir pour le bien de la planète, etc. En fait, tout ce que je veux te faire, je vais t'aider à prendre la bonne décision pour le faire. Popularisé par l'ancien président des États-Unis Barack Obama et plus récemment déployé par le gouvernement français pendant la crise de Covid-19, la communication nudge est depuis quelques années au cœur de nombreuses campagnes marketing. Le mantra est clair, inciter sans contraindre. C'est-à-dire que là, je ne vais pas pouvoir contrôler 100% de la population, mais je vais pouvoir pousser peut-être 10, 20, 30, 50% de gens en plus à faire ce que je leur propose de faire. Donc, en bas à droite, je vous le traduis de l'anglais vers le français, BVA Nudge Consulting est une agence de consultants global qui applique le meilleur des sciences du comportement pour aider les organisations et les humains à être en bonne santé, donc respecter les protocoles et se faire injecter par exemple, être heureux, voilà, et être vert. Donc c'est bien pour l'écologie. C'est-à-dire que si je veux t'inciter à acheter une voiture électrique, ça peut être pas mal. L'intérêt du nudge, c'est que ça coûte que dalle. C'est vraiment très peu cher et ça a un effet très important. Donc pas cher, marche bien. Et c'est pour ça que il y a de plus en plus d'unités de nudge qui sont contractées par les gouvernements dans le monde entier. C'est-à-dire que les gouvernements se rendent compte que pour des petits investissements en nudge, ils ont des gros retours sur investissement, c'est ça? C'est ça, en ce qu'ils appellent la compliance, le fait de Obéissance. l'obéissance, quoi. Mhm. Donc, je vais te faire obéir, mais sans te donner d'ordre. Le classique du nudge, c'est la fausse mouche dans les chiottes. C'est-à-dire, tu vas dans un bar, forcément, à minuit, tu te rends compte qu'il y a de la pisse de partout. Si tu colles, bah oui, si tu colles une petite mouche en plastique au fond des chiottes, eh ben, les gens vont s'amuser à viser la mouche. C'est tout bête. Mais du coup, les toilettes sont plus propres. Et ça, c'est un exemple classique qu'on va te sortir pour te faire croire que c'est totalement inoffensif. Mais avec le nudge, je peux faire tout ce que je veux. Je peux te faire tout ce que je veux. Et ça, c'est très important parce que ces techniques sont quasiment invisibles. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'en connaître un petit peu. D'accord? Alors,
pour essayer de faire comprendre, de vulgariser un peu les techniques de nudge, je ne suis pas moi-même un spécialiste du nudge, hein, je me suis renseigné sur le sujet. Je me suis rendu compte que le nudge travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des renforcements positifs et des bénéfices secondaires. Qu'est-ce qu'un bénéfice secondaire? Qu'est-ce qu'un renforcement positif? Alors, renforcement positif, c'est un encouragement, des félicitations, des remerciements pour le respect des protocoles sanitaires, peuvent motiver les individus à continuer à adopter ces comportements. Hein. La puissance d'une modification comportementale est notamment évaluée par sa durée dans le temps. Si je veux modifier ton comportement, Jérémy, pour te faire manger plus de légumes, si ça dure 3 jours, c'est bien, mais si ça dure 3 ans, c'est beaucoup mieux. Bien sûr, pour ta santé et ton bien-être. Si je te dis ensemble, il faut tenir bon, hein, c'est valorisant, on est tous ensemble, ça va être un renforcement positif, un bénéfice secondaire. C'est-à-dire qu'un bénéfice primaire, ça va être du fric, ça va être, par exemple, comme l'expliquait, comme le proposait le maire de New York à l'époque, si vous allez vous faire injecter, je vous donne un cheeseburger et des frites. Mais bénéfice secondaire, ce sont des félicitations, des remerciements, le sentiment d'être solidaire, d'être responsable, c'est-à-dire du vent. C'est-à-dire, si tu travailles, toi, Jérémy, très dur pendant 14 heures d'affilée et qu'à la fin, je te serre une poignée de main et je te dis « Ah, merci, c'est super », c'est pas ça qui va payer le loyer. On est bien d'accord. Hein, c'est une gratification émotionnelle qui va souvent flatter ton ego. D'accord? Donc, voilà. Mais ça peut marcher. Ce que tu dis, c'est que des personnes peuvent être sensibles à ça et seront. Bien sûr. Mais ouais. Moi le premier, si ma vieille voisine me demande un coup de main parce que bon, c'est pas facile pour elle, elle a 70 balais, est-ce que tu peux me monter les courses, s'il te plaît? Je lui monte les courses, elle me dit merci, t'es sympa, voilà, franchement, c'est chouette. Bien sûr que ça me fait plaisir. Bien sûr. Et moi aussi, j'ai envie d'être un bon citoyen. Je sais pas, j'ai pas envie d'être un enfoiré, j'ai pas envie d'être le méchant de l'histoire. Bon, donc, après j'ai envie de dire, ce genre d'incitation, ça dépend quelle est la source aussi. Tu seras la voisine qui a besoin d'être aidée, bah oui, effectivement, quelqu'un qui est sympa, il va le faire sans même se poser de questions. Par contre, quand ça vient de l'autorité supérieure ou de la télé, là, ça commence à craindre un peu plus. Ça commence à craindre un peu plus. Et c'est pour ça qu'il faut savoir faire la différence quand même entre le véritable lien social, c'est-à-dire j'aide mon voisin, je suis solidaire avec ma famille, mes potes, ou même des fois un inconnu, et ce que me demande le gouvernement. Hein, le gouvernement, ça ne sert pas et n'est pas forcément là pour ton bien. Il est là pour te gouverner. Hein. Les personnes qui sont en haut dans le gouvernement ne sont pas forcément là toutes pour ton bien. Ils sont là surtout pour leur intérêt. Dans les années 80, quand Coluche était encore vivant, il était couramment admis que de nombreux ministres étaient des enfoirés corrompus. Je ne sais pas forcément que je suis d'accord, mais aujourd'hui, ce sont des personnes très intègres et bon, voilà. On voit que et je ne suis pas forcément d'accord non plus, mais on remarque que la vision de tout ça a changé. Pourquoi? Parce que les techniques de communication sont beaucoup plus évoluées et bien sûr, Coluche n'est plus avec nous. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu si on te dit fais ça, tu seras un bon citoyen, peut-être qu'il faut se méfier un petit peu. Hein. Personne n'a envie d'être un mauvais citoyen. Un exemple de l'époque du Covid, une grosse pancarte avec marqué « Soyons solidaires de ceux que le vaccin ne protège pas ». Et là, on voit une personne qui met sa masque avec marqué sur le masque « Je suis solidaire ». Donc solidaire, c'est positif. Et toi, Jérémy, tu veux être solidaire ou t'es un enfoiré? Bah, c'est ça. Ah, ça non, mais choisis ton camp. Bien sûr que tu as envie d'être solidaire, bien sûr que tu as envie de projeter ton prochain. D'ailleurs, tu fais des émissions sur la santé pour nous aider à être en bonne santé. C'est que quelque part, tu es solidaire avec moi quand même, tu es plutôt sympa comme gars. Mais si je te dis là, tu veux être solidaire, là, tu veux être quelqu'un de bien, forcément, un certain nombre de personnes vont être réceptives et c'est tout à fait compréhensible. On peut tous tomber dans le panneau. Donc, ça, c'est après, j'ai juste envie de dire, toutes ces incitations que mettent en place les gouvernements, c'est toujours un détournement des beaux sentiments humains, en fait. C'est ce que j'observe. C'est aider son prochain, et puis il y a tout ce côté être ensemble, etc., qui est beau en soi et qui ferait partie d'un ensemble harmonieux et qui est détourné par des psychopathes qui veulent nous taper dessus, nous diviser et nous contrôler. Et ça, c'est insupportable. Mais ça marche très bien. Et surtout nous contrôler. Et ça marche très bien. Parce que l'être humain, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui sont très méchantes, mais l'être humain est quand même quelqu'un de, en général,
assez soucieux de son prochain, est un être sociable, plutôt positif. C'est quand même assez rare les gens très, très méchants. C'est quand même assez rare dans la population générale. Après, bon, je n'ai pas de statistiques sur la main. Donc, là, on va voir que dans le nudge, il y a comment ça marche. Ça marche souvent par biais. Là, il y a marqué biais de conformité. En fait, notre esprit, contrairement à ce que pensait Descartes, n'est pas parfait. En fait, il y a on a plein d'angles morts. Comme quand tu fais un créneau dans ta voiture, si tu regardes que tes rétros, bam, tu écrases le chien du voisin. Il faut un petit peu regarder derrière, il faut vérifier parce qu'il y a des angles morts dans ta voiture. Dans ton cerveau, c'est pareil. Ce qu'on appelle ça des biais cognitifs, des biais de réflexion, notamment le biais de conformité. C'est-à-dire que quelque part, on veut tous être différents, mais on a quand même envie de ressembler un petit peu à son voisin pour s'intégrer au groupe. Hein, c'est peut-être un réflexe atavique, mais en tout cas, Jérémy et moi, on est très différents, mais toi comme moi, on porte un t-shirt. Bon. Là, je pourrais être torse nu, il n'y a rien de. Je pourrais être en pyjama, je pourrais être en peignoir de bain, c'est pas obscène. Hein. Je prends une douche, je suis en peignoir de bain, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un problème, je suis chez moi. Mais le biais de conformité va te dire l'identité numérique, la poste, le réflexe de connexion déjà adopté par 7 millions de personnes. Alors, Jérémy, tu fais partie du club. Hein, tu vas être un peu comme tout le monde, toi aussi, moi aussi. Sauf que là où on voit que c'est une technique de manipulation, c'est que 7 millions de personnes sur une population de 70 millions, comme la France, c'est même pas 10%. Si je te dis, même pas 10% des Français acceptent l'identité numérique, tu as envie de le faire? Si je te dis 7 millions de personnes, c'est beaucoup, ont déjà fait le pas. En plus, je te mets 2 dames qui ont sûrement été recrutées dans une agence de mannequinat qui correspondent aux critères de beauté généraux. Alors là, tu as envie de faire partie du club, bien sûr. Bien sûr. Donc ça s'appelle le biais de conformité. Si je te dis que tout le monde porte des chaussettes vertes, toi aussi, tu as envie de porter des chaussettes vertes parce que tu n'as pas envie d'être exclu du groupe. Bah quoi, chaussettes vertes, masque bleu, c'est quoi le problème? C'est la même chose. Hein. Donc, ça, ce sont des petits exemples pour expliquer à nos auditeurs que ces mêmes techniques utilisées pendant le Covid, tout le monde porte un masque, il faut porter un masque, sont encore et toujours utilisées pour d'autres objectifs par les gouvernements. Et ce n'est pas qu'en France. Rappelez-vous, c'est mondial. Donc, la suite, par exemple, les unités de nudge qui étaient présentes pendant le Covid, alors certaines sont peut-être changées de nom, comme le BVA Nudge Unit, et maintenant c'est BVA Nudge Consulting, je crois, mais bon, c'est la même chose. On voit qu'à l'époque du Covid, en France, il y avait BVA Nudge Unit, en Australie, le BETA, en USA, le BIG, au Royaume-Uni, le BIT, au Canada, le PERD, en Allemagne, Behavior Germany, en Italie, R2, Department of Behavioral Policy, aux Pays-Bas, le BIN, en Autriche, Insight Austria, en Pologne, Strategy Unit and Behavioral Economics Unit, et en Belgique, je le rajoute, c'est le Nudge Tax Compliance Unit, c'est-à-dire l'unité qui te fait accepter de payer tes taxes et tes impôts. Et donc, en fait, ça c'est juste en Europe. Hein. Dans le monde entier, je vous rappelle qu'il y en a plein. Donc, je passe à la slide suivante. Voilà. Je vais donner un autre exemple. EVARS. Donc, si je ne me trompe pas, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. D'accord? Alors, je vais juste parler du titre et expliquer en quoi le titre, juste le titre, est une méthode de manipulation. Je ne vais pas rentrer dans le contenu. J'en pense que j'en pense. Hein. Alors, pour moi, ce titre est un cheval de Troie qui se base sur la technique du triple acquiescement et de l'inversion accusatoire. On a vu tout à l'heure, on a parlé de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'on peut transformer le sauveur en bourreau et le bourreau en sauveur. Je ne sais pas si on voit bien, mais ça va peut-être nous rappeler le graphique de tout à l'heure. Ouais. Alors, donc là, on va te dire que c'est important d'éduquer. Alors, déjà, éducation à la vie. Est-ce qu'on parle de cours d'histoire géo? On ne te parle pas d'éducation à la vie, d'histoire géographie. On voit que c'est un paquet, c'est bien emballé. Le triple acquiescement. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Je dis affectif, relationnel et sexuel. Donc, ton cerveau, en fait, quand on te donne 3 propositions, si la première est correcte, que la deuxième est correcte, ton cerveau, il va accepter la troisième très facilement. Exemple. Jérémy, j'ai pas envie que tu sortes de chez toi cet après-midi, je veux qu'on reste à la maison pour regarder la téloche. Je vais te dire, bon, dehors, il fait moche, la pluie, ça mouille, donc on reste à la maison. Voilà, là, tu n'as rien à dire. Hein, franchement. Je suis convaincu, là, c'est bon. Peut-être que tu es convaincu. Sauf que
Déjà, j'ai jamais dit qu'il pleuvait. Donc, on pourrait très bien sortir. Et même s'il pleuvait, on n'est pas en sucre, on peut prendre un parapluie, c'est pas le problème. D'accord? Parce que, ton cerveau dit, OK, il fait moche. 2, oui, la pluie, ça mouille. 3, j'accepte la dernière proposition. Maintenant, Jérémy, alors, Jérémy ou n'importe qui, hein, probablement, tu aimes ta grand-mère. Tu n'as pas envie qu'elle meure du Covid. Donc, tu ne la prends pas dans tes bras, tu arrêtes de lui faire des câlins. Voilà. Tu vois, on peut s'en servir à toutes les sauces. Et là, je vais te dire, éducation à la vie, affective, c'est bien, relationnelle, c'est bien, et sexuelle, forcément, c'est bien. Alors que la vie affective, la vie relationnelle, c'est très différent de la vie sexuelle. Par exemple, Jérémy et moi, on n'a pas vraiment d'affect, on n'est pas amis, c'est la deuxième fois qu'on se stream. Il y a une vie relationnelle. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de vie affective, même si c'est un mec sympa. Et pourtant, après le stream, est-ce qu'on baise ensemble? Non. Ben non, ça n'a aucun rapport. Hein. Moi, j'ai plein d'amis dans la vie, je ne couche pas avec eux. Je sais pas pour toi, hein, voilà. Pareil, avec ma maman, mon papa, mon meilleur pote, j'ai une vie affective et relationnelle, et même des fois très affective, mais je ne couche pas avec eux. Par contre, si demain tu vas dans une boîte échangiste, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'affectif, mais il y aura du sexuel. Tu vois, ce sont des choses très différentes, et là, on te les met en triple acquiescement pour que tu acceptes le package. Ça marche ensemble. Et tout ça, bien sûr, est basé notamment sur une inversion accusatoire, en te disant que si un enfant lui apprend ce que c'est le consentement sexuel, le jour où il sera victime d'un pédocriminel, il pourra dire « Ah non, moi je veux pas, je rentre chez moi ». Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Un prédateur, c'est comme si tu disais à la gazelle, t'as qu'à dire au lion, non, non, mais c'est pas la peine, moi je te dis non et tu vas aller chasser quelqu'un d'autre. Non, ça ne marche pas comme ça, bien sûr. Bon, je rentre pas dans les détails de Evars, mais c'est juste pour montrer que ces méthodes sont un peu partout utilisées maintenant pour nous faire avaler n'importe quoi. Ok. Les techniques de manipulation actuelles se basent souvent, pas que, mais souvent sur les émotions, telles que la peur, la colère, l'amour et le sentiment positif, ce que tu disais tout à l'heure. Les sentiments positifs sont largement utilisés contre nous, en fait. Alors, les émotions, mais également sur notre intellect, sur notre système cognitif, un genre de fausse logique, comme le triple acquiescement qu'on vient de voir avec Evars, et des effets de normalisation. Ok. La normalisation, c'est quelque chose qui nous touche tous. On obéit tous à des normes, comme je disais tout à l'heure. Jérémy et moi, on est habillés, alors que tu es chez toi, tu pourrais être en pyjama. Ce ne serait pas un problème. Et moi non plus, je veux dire, il n'y a rien de grave à être en pyjama. Effet de normalisation, tu ne mets pas tes pieds sur la table quand tu vas au restaurant. Il y a des normes qui sont très bien. Tu ne tapes pas ton prochain à l'école. Quand tu vas à l'école, tu ne tapes pas sur ton petit camarade. Ce sont de très bonnes normes. Mais il peut y avoir tout un tas de normes. Par exemple, il y a certaines cultures où on pratique l'excision. C'est une norme. Et là-bas, c'est normal. Ce qui est normal, c'est ce qui fait partie des normes. D'accord? Et donc, je peux rentrer en France un tas de normes. Comment est-ce que je peux faire des normes par en haut? Parce qu'il y a bien sûr des normes qui se font toutes seules par le peuple et pour le peuple. Ça arrive, ce sont des changements sociétaux qui sont très longs. Mais par en haut, comment je vais faire rentrer des nouvelles normes? Bon, je crois que c'est la slide suivante. Bon, non, c'est la slide encore après. Donc là, pour récapituler, on nous manipule en se basant sur les émotions. Donc, par exemple, l'émotion de la peur, ce qu'on disait tout à l'heure, aie peur de la maladie et reste enfermé chez toi. Donc là, c'est une question de comment faire pour gérer ce genre d'agression psychologique. Déjà, il faut les repérer. Si un gouvernement te propose ou essaie de te faire peur, déjà, il faut reconnaître la manipulation. Et 2, il va falloir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire face à la peur, par exemple. Ou si je te dis, Jérémy, je t'aime très fort, prête-moi 100 balles. Non, mais je raccourcis, mais je pourrais te dire, Jérémy, franchement, t'es un super pote, je t'adore, mais j'ai vraiment un problème, tu peux pas me prêter 100 balles, s'il te plaît. Non, tu veux pas, ça veut dire que tu m'aimes pas, franchement, c'est pas sympa. J'essaie de te manipuler par les émotions. Donc, il faut être capable de reconnaître ses émotions, de les gérer un minimum, et c'est pour ça que moi, je ne suis pas un expert en gestion des émotions, c'est pas mon dada, mais moi, j'utilise généralement des techniques de respiration. C'est-à-dire, on me fait peur, je respire, et je me rends compte qu'en fait, déjà, j'ai pas si peur que ça. Toi, Jérémy, qu'est-ce que tu penses, parce que je sais que tu es quand même pas mal calé là-dedans, qu'est-ce que tu penses d'être capable de reconnaître, contrôler ses émotions, de les accepter et peut-être de éventuellement en changer? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, moi, j'ai une approche assez particulière des émotions que je trouve extrêmement puissante et très simple et marrante en plus. C'est effectivement, on peut commencer par reconnaître l'émotion, mais c'est pas indispensable. Parce que parfois, c'est un mélange de plein de choses. Mhm. Pendant Covid, par exemple, on a joué sur notre peur, mais sur notre culpabilité, sur ce sentiment d'appartenance. Enfin, tout était mélangé. Donc, il y avait de la tristesse parce qu'on se disait, il y avait une liste très longue. Enfin, chaque jour, il y avait un nombre de nouvelles personnes qui étaient mortes du Covid, soi-disant, là, par le croque-mort national qui a lancé ça à 20 heures. Puis après, juste après, on passait un élan de joie. Les gens applaudissaient, les soignants. Enfin, il y avait tout un mélange d'émotions comme ça. Donc, c'est un peu le bazar, c'est un peu compliqué. Et moi, ce que j'aime bien, quelle que soit la situation, c'est pas forcément d'identifier exactement quelle est l'émotion, mais de les laisser traverser le corps. Et voilà, j'appelle ça l'extériorisation des émotions. Et voilà, j'ai même écrit un petit livre dessus, je peux vous montrer rapidement. Avec plaisir. Voilà, Parce que, l'hygiène émotionnelle, le chaînon manquant de votre épanouissement, le chaînon manquant à votre épanouissement. Et c'est vrai que là, l'idée, c'est vraiment de reprendre le fonctionnement normal d'une émotion, c'est-à-dire de circulation. Émotion, je rappelle toujours l'étymologie, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. Il y a vraiment une sorte de mouvement. Et donc, quand ça reste à l'intérieur et qu'on est juste dans j'ai peur et la peur, elle est là, et ben, en fait, moi, j'invite au contraire à vivre pleinement la peur et que ça traverse le corps, comme le ferait un tout petit enfant, un animal ou quelqu'un d'un peuple premier, par exemple. Voilà. Et ça, ok. je trouve ça très, très efficace, c'est très rapide et voilà, c'est toute une approche pas suffisamment connue, je trouve, hein, mais voilà, que j'aime Mhm. bien enseigner. Et la respiration, ça en fait partie, mais du coup, pour renforcer, je pense, le côté extérieur, on va rajouter du son, éventuellement même des grimaces et en tout cas du mouvement, et qui va être très très efficace pour faire circuler, et on n'est plus dans l'émotion rentrée, intériorisée et du coup toxique. Voilà. Ok, ben moi je trouve ça très intéressant comme point de vue parce que c'est pas du tout le mien, mais ça peut très bien, enfin c'est pas du tout le mien. Ça m'arrive d'exprimer mes émotions, notamment je suis en colère, alors je vais taper dans un sac de boxe, par exemple. Très bien, au bout d'un quart d'heure, je suis fatigué, je suis plus en colère et je me rends compte que cette émotion est passée. Alors Exactement. là, ce que je suggère, c'est simplement de la respiration, respirer, j'arrête, je respire. Alors celui-là, j'ai mis respiration 4 x 4. Ouais, ouais. C'est-à-dire 4 secondes inspire, 4 secondes pause et 4 secondes expire, c'est ça? et 4 secondes pause. Et Mm. en fait, ça va redescendre, ça va dégonfler le ballon très très vite. C'est une possibilité. Après, gérer ses émotions, c'est carrément, c'est un chemin de vie. Ça ne s'apprend pas en 2 secondes. Mais je pense que si tu comprends que un message à la télé cherche à t'inspirer des émotions, par exemple, quand tu vois cette jolie fille sur la plage en train de boire un coca bien frais, tu vas te dire, bon, c'est quoi le délire? Je dois pas être trop ému par ça, hein. Si on essaie de me faire peur à la télé, il faut que je me rende compte qu'il y a un objectif de me faire ressentir une émotion, bien sûr. Donc les émotions, mais après, l'attaque, j'ai envie de dire, sur le système cognitif, c'est-à-dire avoir une logique biaisée. C'est-à-dire notamment, tout à l'heure, on parlait de triple acquiescement, hein, il fait moche dehors, la pluie ça mouille, je veux que tu restes à la maison. Donc, là, pareil, je n'ai pas de solution miracle, mais euh, le fait de prendre du recul, de se renseigner un petit peu sur ce dont on nous parle et de ne pas croire tout de suite ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire se renseigner. Maintenant, il y a de nombreux médias alternatifs. Je pense que au niveau de l'information, on n'est plus du tout dans les années 80, on n'est plus sur le plan de Tchernobyl, le nuage ne passera pas la frontière. Bien sûr, prendre du recul, prendre un petit peu de temps pour s'enseigner et réfléchir de façon critique. C'est pas facile parce que l'être humain a tendance à utiliser la première information disponible et c'est tout. Je- Mm. Si demain on me dit Jérémy est je sais pas, un méchant bonhomme, euh, est-ce que je vais vraiment prendre le temps d'aller vérifier combien de personnes vont le faire? Sur 100, combien de personnes vont Mm. le faire? Voilà. Mm. Donc, il y a plein de fois où on essaie de nous embourber. Moi, j'ai constaté de nombreuses attaques sur notre système cognitif, sur le fait d'essayer de nous empêcher de réfléchir, notamment en utilisant des normes. Par exemple, complotiste. D'accord? Bien sûr. Le terme complotiste, euh,
Si tu es négatif, c'est une représentation sociale négative. On crée artificiellement un groupe humain qui n'existait pas avant, hein, ça n'existait pas. Et d'un coup, boum, on te met dedans. Ça veut dire c'est négatif. C'est une norme. Si tu réfléchis comme ce mec, en fait, tu es méchant, t'es pas bien, t'es pas un bon citoyen. Donc, en fait, ça va créer une nouvelle norme sociale. Une norme, c'est pas juste comment je m'habille, comment je me comporte. Une norme, ça rentre aussi dans le cerveau et même à un niveau inconscient. Hein. On a tous un tas de normes. Par exemple, est-ce que je peux dire un truc horrible sur ta chaîne, Jérémy, tu permets? Bah vas-y, allez, soyons fous, je sais pas. Non, mais voilà, moi Vas-y. je suis un homme hétérosexuel de 40 ans et un peu plus. Quand je me balade tout seul dans une ruelle sombre avec une amie, ma norme, dans mes normes, je ne viole pas les femmes. Voilà, c'est un truc que je ne fais pas, j'ai jamais fait, je pense que je le ferai jamais. Heu, Quand je me balade dans une ruelle sombre avec une amie, je ne pense pas à: «Est-ce que je vais la violer ou pas?» Ça ne me traverse même pas l'esprit. Je pense à: «Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va dans tel resto? Quelle blague je vais raconter?» Ça ne me traverse même pas l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est une norme. Quand ta norme est internalisée, pour toi, c'est normal, tu n'y penses même pas. Quand toi, tu vas au resto, est-ce que tu penses à mettre les pieds sur la table? Est-ce que je le fais ou pas? Non. Voilà. Quand je me prends la tête avec un collègue, je ne pense même pas à je vais revenir chez moi, je vais acheter un fusil à pompe, je vais revenir et je vais le plomber. Ça ne me traverse même pas l'esprit parce que cette norme a été intégrée depuis très très longtemps. Donc là, les effets de normalisation. Les effets de normalisation sont très puissants. Et comment est-ce qu'on va mettre des normes, rappelle-toi les nouvelles normes, le new normal dans la société, grâce à des outils de normalisation. Alors, les outils classiques, donc, classique c'est l'école, la télévision, la radio, les journaux. Mais bien sûr, quand tu intègres un nouveau groupe social, tu dois intégrer au moins une partie de ces normes. Tu rencontres un nouveau groupe de potes, tout le monde boit de la bière, toi aussi, tu vas pas boire du vin, parce que c'est la norme, c'est comme ça. Si tu as plein de normes qui ne sont pas forcément dites, hein, mais en tant qu'être humain intelligent, tu sais les reconnaître. Par exemple, je sais qu'il y a un club très très sélect de milliardaires qui s'appelle le club des chaussettes rouges ou des chaussures rouges. Ils ont tous des chaussures rouges. Si tu pointes avec des chaussures bleues, ça va pas le faire. D'accord. Bien sûr. Comme tu vas dans une soirée blanche, tout le monde est habillé en blanc. Bon, bah, tu te pointes en vert, en gris, en bleu, ça va pas le faire, bien sûr. L'école, faut savoir que du CP au bac plus 3, plus de 50% de ce que tu apprends à l'école, c'est de la norme. Et il y en a plein qui sont très bien, les normes. Il y en a plein qui sont très bien. Tu apprends à parler la même langue, c'est quand même très pratique. Tu ne tapes pas sur ton camarade de classe, tu essaies de discuter plutôt. Ou alors, tu te tais quand le professeur parle. Enfin, toutes ces normes qui sont les bases de la société. Hein, sans normes, il n'y a pas de société, c'est le carnage. Tout ça, tu l'apprends à l'école. Mais il y a également d'autres normes, telles que les valeurs de la République, Ah oui. hein, qu'on essaie de nous vendre, par exemple. Hein. De la même Et, façon, quand et tu... en plus de ça, je t'interromps juste là-dessus, c'est Oui. qu'on ne sait jamais de quoi il s'agit réellement. C'est-à-dire qu'on nous parle toujours qu'il faut respecter les valeurs de la République ou c'est telle chose est républicaine ou pas, et c'est pas clair ce que ça veut dire. À moins, enfin, je sais pas si toi, ça te parle quand on t'évoque ça, Ah oui, bien sûr, moi ça me parle énormément. Liberté, égalité, fraternité. mais Hein, je sais pas si c'est de ça dont il parle. Je suis pas sûr, parce que par exemple, on parlait à un moment, il y a encore un peu ce discours-là sur est-ce que les élèves ont droit de porter telle ou telle tenue, et oui, il faut rester dans le cadre républicain et respecter les valeurs républicaines. Mais de quoi il parle? De quelles je valeurs vraiment? Tu vois? pense que je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la République, hein, qu'on nous vend pour de la démocratie, alors que ce sont des mots différents qui veulent dire différentes choses et ça n'a rien à voir. Euh, et en effet, dans ce cadre, on va te rentrer quelquefois de nouvelles normes. Par exemple, peut-être demain, on ne sait pas, les élèves dans toutes les écoles de France seront en uniforme. Hmm, Et on dira, c'est bien, c'est normal, c'est les valeurs de la République. Mais peut-être que exactement. demain, on va t'envoyer te battre sur le front ukrainien pour tuer des Russes, pour Hmm, défendre les valeurs de la République. c'est ça. Bon, si tu regardes chez certains travaux d'historiens récents, là je pense à des personnes qui font des podcasts sur Internet, qui vont t'expliquer ce que ça veut dire liberté, égalité, fraternité en 1789, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout ce qu'on te fait croire au jour d'aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Liberté, c'est la liberté d'acheter et de vendre, c'est-à-dire que quand tu étais sous Louis XIV, il n'y avait pas de liberté capitaliste. Là, c'est la liberté capitaliste d'acheter une usine et de te faire travailler pour pas cher.
Égalité, ça veut dire que tous les privilèges sont abolis, donc les privilèges des nobles, mais également les privilèges des ouvriers. Hein. C'est-à-dire que les ouvriers qui travaillent dans les tanneries, les tisserands, etc., qui avaient accumulé des privilèges par rapport à leur travail spécifique, à leur corporation, vont être abolis. Donc, ça met tout le monde en bas. Et la fraternité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on sort les femmes. Hein, les femmes n'ont pas le droit de vote. Ça, c'est la fraternité aussi. Donc, moi, je pensais que c'était juste je pensais que c'était plutôt quelque chose même d'ordre maçonnique, qui n'avait pas forcément de rapport avec le mot tel qu'on les comprend dans le langage courant. Ah, c'est pas impossible qu'il y ait en plus des sens cachés. Moi, je parle uniquement de ce que je comprends et c'est vraiment un petit peu. Je suis juste un mec normal, je comprends un petit peu de l'univers qui nous entoure. Hein, pour moi, la réalité, c'est une grosse boule disco et je vois quelques facettes. Je ne peux pas toutes les voir. Ça, voilà. D'accord. Donc, dans les groupes sociaux et également les médias sociaux diffusent et transmettent des normes. Donc, si je peux faire passer des normes pour les rentrer dans le peuple, je peux vraiment modifier la société grâce à ça. D'accord. Donc, pour moi, depuis 2020, on subit vraiment des attaques normatives, des attaques de normalisation pour modifier les groupes sociaux, pour modifier ce que sont les Français, en fait. Et du coup, ces attaques se font par tous ces biais-là, école, travail, télévision, radio, etc., groupes sociaux, médias sociaux. C'est ça. Tout à fait. Et quand je dis attaque, ça ne se voit pas que c'est des attaques. Bien sûr que non. Hein. Donc, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. C'est le dernier chapitre, la dernière slide ou presque la dernière. C'est peut-être des pistes pour contre-attaquer. Parce que si Jérémy et moi, on se battait tous les deux, ça serait assez simple. Hein. Je lui mets des coups de poing, il me met des coups de pied, on se bagarre. C'est très simple. Par contre, combattre un système, ça, c'est très compliqué. Parce que si au travail, tu tapes sur ton supérieur, c'est juste que tu as perdu la partie. Ça ne marche pas. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les paradoxes. Hein. Pour attaquer un système, les paradoxes, ce sont souvent des armes très utiles. C'est assez intuitif. On ne peut pas toujours s'en servir. Hein, c'est pas évident. Un paradoxe classique, c'est la grève tout court. C'est-à-dire, je suis ouvrier, je gagne tant d'argent pour produire 1000 pièces par jour. Si je veux gagner plus d'argent, je dois produire plus de pièces. Ça, c'est la logique du système. Par contre, le jour où je décide de faire grève, je fais le pari qu'en produisant 0, je gagnerai plus. C'est un paradoxe. Et c'est pour ça que la grève, c'est quelque chose de très puissant et qui peut marcher. Bon, ça dépend les sociétés, les époques, etc. Mais je fais le pari que je produis moins et je vais gagner plus. Paradoxe. D'accord? De la même façon, la grève du zèle. C'est-à-dire que je vais faire les choses tellement bien que ça va casser le système. Témoignage dans une entreprise, la direction met en place des boîtes à balance. C'est-à-dire qu'ils mettent des petites boîtes et étaient censés mettre, les ouvriers, les employés sont censés mettre sur un petit papier si Jean-Michel a mal fait son travail, si Jean-Jacques n'est pas arrivé à l'heure. C'est des boîtes à balance. Donc, les ouvriers de cette entreprise se sont réunis tous ensemble un matin à 8h au café. Ils se sont dit non, mais ça, c'est dégueulasse. On ne va pas faire ça. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chacun, tous les jours, a mis 3, 4, 5 petits papiers en disant Jean-Michel a fait du super boulot aujourd'hui. Oh, Jean-Jacques, franchement, qu'est-ce qu'il est bon. Marie-Micheline a super tapé ses rapports. C'est vraiment. Et en fait, ils n'ont fait que des fleurs. Résultat, au bout d'une semaine, les boîtes ont disparu. Ça, c'est de la grève du zèle. Je fais tellement bien le truc que si on imagine une société orwellienne où chacun de nous serait noté sur son comportement, comme dans certains épisodes de Black Mirror, par exemple, Jérémy, tu vas acheter une baguette de pain et tu vas noter la boulangère si elle était sympa ou pas. Et elle aussi, elle va te noter. Elle va te dire, ouais, aujourd'hui, Jérémy n'était pas très sympa, j'ai mis 2 sur 5. Ou alors, aujourd'hui, Jérémy était super cool, j'ai mis 4,5 sur 5. Dans un univers orwellien comme ça, de contrôle un peu à la chinoise, au crédit social, si tout le monde met 5 à tout le monde, le système est cassé, ça ne marche plus, bien sûr. Et des paradoxes, on peut en trouver plein. Et donc là, je renvoie nos auditeurs à ce livre. Alors attends, je vais repasser comme ça. C'est quoi le livre alors? C'est Changement, Paradoxe et psychothérapie. Okay. De Paul Václavic, Wickland et Fish. Paul Václavic, c'est quelqu'un qui sort de l'école de Palo Alto. Alors, le titre en français n'est pas terrible, mais je vais vous lire le titre
en anglais qui est pour moi beaucoup plus évocateur, c'est changement, principe de la formation des problèmes et principe de résolution de problèmes. En fait, dans ce livre, on parle beaucoup de paradoxes. Comment créer des paradoxes pour modifier une situation. Alors, ça va de la situation familiale à la situation au travail, etc. C'est un petit bouquin qui fait 150 pages, 170 pages, et qui est extrêmement puissant. Tu Franchement, peux remontrer rapidement la couverture mais pour qu'on ait bien le titre. bien sûr, Donc, c'est c'est Changement, paradoxe et psychothérapie. Ok, bon, c'est ça le titre officiel en français, ok, de Václavic, Wickland et Fish. Ok. voilà, édition Seuil, collection Point Essai. Franchement, je le conseille vivement. Les paradoxes, c'est très très puissant quand tu t'attaques à un système. Des fois, c'est juste le système familial. Il y a un problème dans ta famille, tu n'y arrives pas. Tu crées un paradoxe qui va casser la situation. Hein. Au Japon, il y a une insulte vraiment très très grave. Je ne parle pas japonais, donc excusez-moi l'accent. C'est barakayo. Barakayo, c'est le petit grain de sable qui tombe dans les rouages de la grosse machine et qui casse tout. D'accord. Donc, un moyen de combattre les systèmes, c'est de devenir ce petit grain de sable qui va tout casser. Voilà. Et alors, dans le cas de Covid et de ce qu'on a vécu récemment, si on Oui. prenait cet exemple-là, ça pourrait Oui. être quoi un paradoxe? Bah, par exemple, souviens-toi des fiches d'auto-attestation à s'autoriser à sortir. Le problème de ces fiches, c'est que si tu n'avais pas ta fiche sur toi et que tu étais contrôlé, tu risquais une amende. D'accord? Donc, c'est très simple. Chacun remplit ses fiches très très bien. Et dès qu'on voit un policier ou un gendarme ou un membre de ce qu'on appelle maintenant les forces de l'ordre, c'est très simple. Tout le monde se précipite vers lui pour lui montrer sa fiche. Si tu as 50 personnes qui te courent après pour te montrer leur fiche, tu ne vas pas tout contrôler. Si tu es dans le métro et qu'il y a une personne qui ne porte pas son masque, qui se fait embêter et à laquelle on va mettre une amende, c'est très simple. Si tout le monde enlève son masque, ça ne marche plus. Alors bien sûr, dans la situation dans laquelle on était, c'était très compliqué parce qu'on ne pouvait pas communiquer entre nous. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles on avait fermé les restaurants, les bars, etc., pour nous empêcher de communiquer entre nous, bien sûr. Et après, Moi, je pensais à un truc. Je oui. veux dire quelque chose là, c'est que Oui, on ne pouvait pas communiquer entre nous, mais en plus de ça, les gens, enfin, la plupart pensaient vraiment bien faire. Ils pensaient vraiment qu'ils étaient en train de sauver les gens en restant chez eux et en mettant un masque. Donc, ils l'ont cru, beaucoup. Bien sûr. Bien sûr. Alors, du coup, moi j'avais pensé à quelque chose, mais je ne sais pas si ça rentre dans les paradoxes, mais par rapport à cette grève du zèle, en tout cas, Ouais. moi j'avais critiqué les mesures au début en disant si on veut vraiment protéger les autres, en tout cas donner l'illusion de protéger les autres, il faudrait y aller à fond. Interdiction de sortir si tu n'as pas un scaphandre à pression négative ou je sais pas quoi, enfin un truc qui t'empêche d'avoir toute communication avec l'environnement extérieur et qui ferait que tu pourrais soi-disant diffuser ces particules virales si mauvaises, tu vois. Et là, ça aurait du sens. Et de la même manière, quelqu'un qui touche son masque une seule fois, selon le protocole, normalement c'est foutu. Il doit changer immédiatement son masque en mettant du gel alcoolique sur ses mains, etc. Déposer son masque dans une poubelle de récupération de déchets biologiques extrêmement dangereux. Enfin, c'est ça. Et là, si on avait été à fond là-dedans, je pense que personne n'aurait rien fait parce que c'est infaisable. Mais bon, comme on n'a pas été à fond là-dedans, les gens, ils mettent leur masque et puis ils l'accrochent à leur rétroviseur, ils le mettent dans la poche, après ils le remettent, etc. Et ils sont OK avec ça. Mais moi, j'aurais voulu qu'on aille vraiment à fond et comme ça s'effondre de tout seul. Mais bon, malheureusement, on n'a pas fait ça. C'est une possibilité. Est-ce que ça aurait marché ou pas? On ne le sait pas. On émet juste des suggestions. Mais voilà, ce sera un exemple de grève du zèle. Tu fais tellement bien ton truc que, en fait, ça n'a plus rien qui marche. Donc, ça, c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est la seule, mais moi, c'est une piste que je trouve très intéressante et un bouquin qui n'est pas cher et qui est vite lu et qui est très intéressant. Et au niveau national et peut-être international, un des problèmes qu'on a eu dans cette crise et qu'on a toujours, c'est qu'on est gouverné par des gouvernants qui sont, alors soit certains décident que ce sont des incapables, qui sont mauvais, etc., que c'est pour ça qu'ils échouent dans leur mission de redresser la France, ou alors certains estiment que c'est fait exprès et qu'ils obéissent à des intérêts supérieurs, probablement des intérêts de pognon, et qu'en fait ce sont des traîtres à leur propre pays. Voilà, chacun croit bien ce qu'il veut. J'ai mon avis sur la question et j'imagine que toi aussi. Le problème fondamental à ce niveau-là, c'est que nous sommes gouvernés par des tierces personnes.
C'est-à-dire que si c'est moi qui contrôle ton travail, Jérémy, qui va te dire comment faire tes podcasts, qui va te dire comment écrire tes livres, etc., ça va entraîner un tas de mécanismes psychologiques qui vont faire qu'à un moment, je vais croire que je suis supérieur à toi. Et c'est pour ça que c'est moi qui te dis comment faire ton travail, Jérémy. D'accord? Et ça, c'est pas que c'est inévitable, mais ça arrive très, très souvent. Hein. Le premier facteur de personnalité qui influe sur le fait qu'une personne souhaite devenir manager, c'est la volonté de contrôler. Voilà, en termes de facteurs de personnalité. Il n'y a pas que la personnalité qui rentre en compte, bien sûr. Mais c'est pas parce que quelqu'un est en supérieur hiérarchique qu'il est meilleur, qu'il est plus intelligent. Ou voilà. La hiérarchie, pour rappel, arché, ça veut dire le pouvoir, et aïer, c'est le sacré. Hiérarchie, ça veut dire le pouvoir sacré. Ah oui. Ça ne veut pas juste dire j'ai le pouvoir, parce que bon, voilà, c'est sacré. Il faut respecter le pouvoir sacré, la hiérarchie. Je veux dire, c'est une secte ou quoi? C'est quoi le truc? Hein, on peut se poser la question. Donc, une des façons que moi j'ai vu dans ma vie professionnelle de contrer à ces problèmes, c'est l'autogestion. D'accord? On n'a pas forcément besoin d'avoir un supérieur qui nous dise Jérémy, mets ton réveil à 7h32 ce matin. Jérémy, est-ce que ta maman vient te faire tes tartines le matin? Non, tu es un grand garçon, tu le fais toi-même. Et moi aussi, et c'est pareil pour tout le monde. Je me suis aperçu, moi, sur le terrain, que l'être humain, contrairement à de nombreuses formes d'animaux, est très fort pour s'auto-organiser. Hein, et ce, depuis la nuit des temps. Le modèle république, le modèle capitaliste ou communiste ou fasciste ou même staliniste, ce sont des méthodes d'hétérogestion. On est géré par des gouvernants. Alors qu'en fait, le modèle démocratique, c'est nous qui nous gérons nous-mêmes. Et ça va. Démocratie. La vraie démocratie. Vraie démocratie, j'entends. Hein. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu. Hein. C'est ça. Alors, parce qu'on parle de la démocratie athénienne, mais bon, il y avait des esclaves, les femmes ne votaient pas. Bon, tu vois, bon. Voilà. Et on nous vend la République pour de la démocratie indirecte. Bon, ça encore, c'est tout un débat, mais c'est pas de la démocratie, c'est de la République. Ça n'a rien à voir. Exactement. Okay. Donc, pour moi, l'autogestion, c'est une des meilleures façons de contrer à tous ces problèmes de domination sociale d'un groupe sur l'autre. Est-ce que tu as des exemples en vie réelle d'autogestion que tu peux nous partager comme ça? Sur des petits groupes, sur des petits groupes de travail, mais là je vais pas parler de ça parce que une des prérogatives, c'est l'anonymat. Mais oui, enfin, moi j'ai rencontré de nombreux groupes de travail de personnes qui, alors certains peuvent appeler ça des communautés ou on va dire des communautés de travail, de personnes qui vivent sur un terrain, voilà, qui s'auto-organisent pour arriver à un résultat et qui peuvent changer d'organisation de façon assez flexible et agile face aux difficultés d'aujourd'hui, de demain, et qui changent tous les jours. Je me suis rendu compte que les modèles des modèles de management qui sont implacables et qui ne changent jamais sont des modèles peu flexibles et qui s'adaptent difficilement aux nouvelles contraintes. D'une part. D'autre part, sur les modèles autogestion, j'ai pu constater, moi, une forte motivation au travail. C'est-à-dire que il y a dans plein d'usines, dans plein de boulots, dans plein de bureaux, les gens ils vont, ils font leur boulot, mais ils développent pas forcément beaucoup d'énergie dans leur travail. Alors que quand tu es toi-même investi, quand tu es toi-même décideur de comment tu vas t'organiser, en fait, l'être humain développe une énergie phénoménale. Je sais pas si tu as déjà vu des gens heureux dans leur travail, investis, qui font eux-mêmes leur boulot et qui décident comment faire, etc. Mais c'est des fois, tu hallucines. Ils peuvent bosser des fois 12 heures par jour. Enfin, moi, je me suis vu faire ça, et peut-être toi aussi, c'est déjà arrivé de taper des journées que tu n'aurais peut-être pas fait si tu allais bosser à l'usine d'Enjoliver, tu vois. Certes. Voilà. Okay. Donc, voilà, ça, c'est juste des petites pistes pour vers où pourrait-on aller pour sortir de ce problème systémique qui est la Ve République française. Parce qu'il n'y a pas que Macron. Bien sûr. C'est pas le fond du problème. C'est pour ça d'ailleurs que souvent quand j'entends Macron démission, il faut le dégager, mais le problème c'est qu'on a 100 ou 500 personnes, peut-être encore pires, qui attendent et qui sont prêtes à prendre sa place. Donc, bien sûr. Si tu mets Bayrou à la place de Macron, tu crois qu'il y aura vraiment une différence? Bah non.
C'est pas dingue. Hein. Donc Non, voilà. c'est pas dingue. Ok. Ok. Donc voilà les deux pistes principales. Voilà, c'est paradoxe et cette Autogestion. autogestion. Ok. Ok. Bon, ça, Ok. c'est des pistes que moi je propose, mais il y en a sûrement plein d'autres. Hein. Ok. Bah, Euh, ceux qui ont d'autres propositions, allez-y dans les commentaires, que ce soit maintenant pendant live ou après en replay, peut-être que ça va cogiter et vous aurez des choses à nous faire parvenir. Moi, je serais très curieux de voir vos propositions. Bien sûr, l'être humain est extrêmement créatif à tout niveau, contrairement à des abeilles qui vivent dans leur ruche bien carrée qui marche très bien. Nous, on peut faire plein de trucs différents, s'organiser de plein de façons différentes. Nous sommes des êtres très créatifs. C'est ça qui fait notre beauté. Ok. Donc là, j'ai mis une petite liste de livres pour ceux qui veulent mettre pause et regarder un petit peu ce qu'il y a d'intéressant, notamment Paradoxe et changement en psychothérapie, Václav Havel, notamment La domination policière de Mathieu Rigouste, notamment le Q-Bark, hein, bien sûr, le célèbre manuel de torture américain destiné aux troupes et dans lesquels on pourra retrouver des méthodes qu'on a vues dans le Covid. Voilà. Ok, donc voilà, tu remets le lien, je vais le mettre en bannière également. Il y a une question d'ailleurs dans le chat de quelqu'un qui demande si on peut trouver ton livre dans un libraire, chez le libraire de son quartier, ou demander qu'il commande ça. Ou c'est Alors, j'aimerais bien, normalement le livret devrait pouvoir le commander, c'est juste que là, j'en suis pas là dans le développement de la vente. Hein. Je fais ce que je peux, j'ai un voire deux boulots à côté, plus un enfant, donc okay. Voilà. Pour le Là, moment, ça se commande là sur ce site, le-guide.fr, voilà. sans accent évidemment et tout attaché. Voilà, c'est en auto-édition, c'est pas encore, j'ai pas trouvé d'éditeur qui m'accepte, donc là je le vends par correspondance, mais en effet, j'aimerais pouvoir le faire parvenir dans des librairies qui seraient intéressées, ça serait super. Bien sûr. Ok, bon, en tout cas le message est lancé et puis je te tiendrai au courant s'il y a des retours. Ok, super. Bah voilà, moi en tout cas j'ai eu plaisir à lire la première version du petit livre, du très petit guide de survie à la guerre psychologique. Merci. Et qui rappelle, donc qui reprend plus en détail ce qu'on a vu ensemble sur cet état des lieux, de ce qui a été observé et le fait que c'est pas. Il y a plein de gens qui pensent effectivement, tu as parlé de ça tout à l'heure un peu, qu'il y avait une histoire d'incompétence, ils comprennent pas ce qu'ils font, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on a observé notamment dans les écoles, ce formulaire, etc. Ce sont des choses qui ont été travaillées pendant des décennies en Bien sûr. laboratoire, testées sur des Bien sûr. prisonniers, testées sur des cobayes plus ou moins volontaires. Enfin, ils savent très bien ce qu'ils font. Enfin, c'est hallucinant. Ce sont des maîtres en manipulation des foules. C'est impressionnant. Et c'est pas du tout de l'incompétence, bien au contraire. Non, je pense qu'on va très exactement là où on a envie d'aller là en ce moment. Hein. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est du nudge qui est très très efficace dans tous les cas. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc à nous de prendre garde, de connaître ces techniques de manipulation parce qu'on les voit d'autant mieux qu'on a déjà entendu parler. Tu as aussi rappelé cet appel aux émotions qui est très fréquent dans la manipulation, notamment la peur, qui est vraiment, je pense, l'outil numéro un pour contrôler. Mais c'est pas le seul. Mais comme tu disais également, les émotions positives, l'envie d'aider son prochain, etc., ça, c'est largement manipulé pour nous amener vers là où eux, ils veulent. Et j'ai envie de dire, quasiment à chaque fois, maintenant, en tout cas, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'avant, il y avait moins ce côté totalitaire, je dirais, de la société. Avant, il y avait des choses qui étaient pas mal. On se disait, ah ouais, c'est bien. Et là, maintenant, on est vraiment noyé sous des injonctions et des messages qui sont quasiment tout le temps manipulatoires. Enfin, c'est impressionnant. À chaque fois, on se dit, pourquoi ils nous disent ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est plus tard qu'on comprend. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous ce soir en direct pour parler de ce sujet, comment sortir indemne de la guerre psychologique actuelle. Je rappelle le titre de ton livre, Le très petit guide de survie à la guerre psychologique de 5e génération, qu'on peut se procurer sur ce site, le très petit guide.fr. Et écoute, sinon, c'est quoi tes projets maintenant que ce livre est sorti et que t'en es où là? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager? Alors, moi j'aimerais bien continuer sur cette lancée et éventuellement proposer d'autres choses au niveau organisationnel, c'est-à-dire quelles seraient les solutions.
J'aimerais bien trouver un éditeur peut-être, parce que bon, envoyer, timbrer des livres, etc., c'est quand même c'est très chronophage. Et puis pouvoir avoir un petit peu de temps pour moi aussi des fois. Ce serait sympa. Bien. Bah oui, c'est ça. Ok. Bon, bah écoute, je te souhaite que tout ça se réalise. Et en tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce soir et assez nombreux d'ailleurs, hein. Merci pour tous ces messages. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous trouverai prochainement, je ne sais pas encore quand, pour le 54e épisode de Science en Conscience. Et d'ici là, je vous souhaite de toujours garder ce petit œil vigilant et de faire attention à ces messages qui passent et de chercher à comprendre quelle est l'intention derrière et pourquoi on nous fait passer ce message-là et maintenant. Voilà. Tout un travail, hein. Allez, merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.